à tous. Donc je n'attends pas vos applaudissements nourris pour me monter sur scène. Enfin, vous êtes quand même très courageux. Merci, ça fait plaisir. Je me suis levé à 5h du mat pour vos beaux yeux, c'est cool. Et donc je suis là aujourd'hui, je pense, parce que j'ai fait un petit peu de logistique dans ma vie. Enfin, j'ai fait que ça, même, j'adore ça. Et donc il y a 10 ans, je suis rentré à la CMA, j'ai eu plusieurs jobs, dont à la fin j'étais patron de l'innovation. Et là ça m'a ouvert un peu les yeux sur à la fois les technos qui étaient disponibles à droite, là, puis à gauche, la misère de la misère des gens qui travaillent dans ce milieu, qui est plein de mails, plein de coups de fil, plein de messages instantanés, il y a même des process avec des fax encore, et on parle de telex release, enfin des trucs quand même assez merveilleux. Donc il y a un gros écart entre les technos disponibles et puis la réalité de ce qu'on connaît. Donc très rapidement, je vais vous raconter en 2 mots ce qu'on fait chez Baïko. Donc on est une plateforme collaborative et notre but c'est de simplifier tous les transports, tous les processus du transport maritime en container, et notre approche c'est d'offrir ça aux importateurs et aux exportateurs. Alors ça c'est assez important parce que quand on est dans un processus d'innovation, il faut savoir à qui il faut parler pour pousser l'innovation. Je pense qu'il y a plein de monde dans la chaîne logistique qui sont plutôt en mode victime que en mode j'ai intérêt à ce que l'innovation avance. Et s'il y en a bien qui sont motivés pour que ça bouge, c'est les importateurs et les exportateurs, qui eux sont en manque de visibilité, en manque de traçabilité, qui ont des process pourris, des productivités mais incroyablement basses sur leurs équipes d'ADV ou de gestion import. Et donc, en s'adressant à eux, je pense qu'on s'adresse à la bonne cible, parce que c'est eux qui emmènent toute la chaîne derrière, quoi. Toute la chaîne, elle bosse pour eux, quoi. Les transitaires, ils bossent pour eux, les terminaux, ils bossent pour eux, les ports, ils bossent pour eux. Donc je pense que c'est des acteurs hyper importants dans l'innovation de la logistique. Donc ce qu'on essaye de faire chez Baïko, enfin ce qu'on fait, c'est de partir de la gauche, là. Donc ça, c'est la misère de la chaîne logistique, où un container entre le milieu de la Chine et le milieu de la France, il y a 10 acteurs qui s'enchaînent dans la chaîne logistique, tac. Et encore 10, il y en a plus que ça. Et aujourd'hui, l'interopérabilité, juste, elle n'existe pas, ou quasiment pas, quoi. Donc toute la communication, la coordination opérationnelle entre ces acteurs, de l'un à l'autre, c'est, alors à part les carriers qui ont fait des bookings EDI avec quelques plateformes, mais ça reste du mail, quoi. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est le commerce mondial, quoi. On ne parle pas d'une petite industrie à 2 balles, quoi. C'est le commerce mondial. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'emmener progressivement tous les acteurs de la chaîne logistique sur une plateforme pour collaborer et pour casser les silos en termes d'accessibilité à l'information. Donc aujourd'hui, on utilise les canaux EDI du marché, on est connecté avec quasiment tous les transporteurs maritimes, et on se connecte progressivement avec les forwarders, on va intégrer les connexions portuaires bientôt. L'idée, c'est d'avoir une information fluide et qu'on n'ait plus la peine de se la renvoyer dans tous les sens. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait sur notre plateforme, on crée des dossiers de transport, donc on s'interface avec les ERP de nos clients. On invite les partenaires logistiques à venir collaborer, donc on invite les freight forwarders, on invite les carriers, on invite les clients à destination, on invite les freight forwarders des clients à destination, et on suit l'exécution. Donc dans le suivi opérationnel, on est sur la passation de la commande entre le fournisseur et le client. On trouve le transporteur maritime qui correspond le mieux aux besoins, on passe les bookings, là on fait les instructions de déclaration de poids. Enfin, on gère toute la partie documentaire qui est un des cauchemars de la logistique. Et puis quand il y a un problème sur le port, que vous avez des idle full là, sur le port du Havre, ça va vous polluer
la circulation sur votre port, en général, c'est des problèmes documentaires, quoi. Il manque un document que le fournisseur n'a pas envoyé. Et donc c'est la gestion de ces documents qui est un vrai cauchemar aujourd'hui, et c'est là où la techno blockchain va peut-être pouvoir aider. C'est progressivement de passer d'un monde de documents originaux à un monde de documents digitalisés qui sera sécurisé par la blockchain. Là, il y a sans doute des gros efforts à faire. Et comme on a plein de données sur notre plateforme, on fait des reportings dans tous les sens, donc nos clients nous adorent. Voilà, donc ça, avoir un reporting de, par exemple, en combien de temps les compagnies maritimes confirment les bookings quand on leur fait une demande, ça c'est juste... c'est le nirvana, quoi, pour des importateurs ou des exportateurs. Nous, on le fait en standard. Et donc, on gère toute la partie, on gère toutes les relations entre les différentes parties de la chaîne logistique avec les données qui sont sur la plateforme que chacun remplit. Donc, on est capable de mesurer la performance de chacun. Donc, ce qu'adorent nos clients, c'est du contrôle de la réactivité et de la visibilité sur leur chaîne logistique. On a des réductions de coûts qui sont assez significatives. On a 40% de productivité sur les équipes qui gèrent la partie shipping chez nos clients. Comme on simplifie les process, on réduit un certain nombre d'intermédiaires dans certains cas. On a 15% de réduction sur les coûts directs de transport dans certains cas. Et dans la mesure où on gère toutes les relations avec des data, on rentre dans des grands processus d'amélioration continue, tout ça. Donc nos clients nous adorent. Et on est une plateforme unique qui permet à un importateur, un exportateur de se connecter avec ses 5 freight forwarders, ses 15 carriers, plutôt que d'aller chercher l'info, de faire du picorage comme ça à droite à gauche, ce qui est une abomination pour les équipes opérationnelles. Alors on a la chance d'avoir été repéré par un certain nombre de gens très très sérieux qui ont considéré qu'on n'était pas complètement ridicule dans ce qu'on faisait. Donc le SITL, le JOC et la Lloyd List, et ça sont les groupes avec lesquels on travaille. Et en fait, au début, on pensait qu'on allait travailler avec des petits groupes, des petits importateurs-exportateurs, et plus on avance, plus on est tiré vers les gros clients, parce qu'en fait, nous, bêtement, on se disait, les gros clients, ils sont mieux organisés que les petits. Je pense que les gros importateurs, ils sont juste plus gros. Et d'ailleurs, ce qui est assez terrible, c'est que les gros importateurs, ils dépensent des millions et des millions dans des systèmes d'information magnifiques, là, je ne vais pas les noter, je ne vais pas les dire parce qu'il y en a peut-être dans la salle. Enfin, des gros ERP bien connus. Et en fait, on a assisté à des réunions magnifiques, des trucs absolument prophétiques, quoi. Il y avait le grand chef de la boîte, le grand patron logistique, le manager, et puis la personne de l'ADV ou de la gestion des apports qui font vraiment le taf, quoi. Et donc le grand patron, il dit « Ouais, c'est bon. Bon, on est sur SAP ou Oracle, donc il n'y a pas de problème. » Puis on descend, on dit oui, mais enfin, la petite main là qui fait le vrai travail, dit oui, enfin, avant de rentrer les infos on envoie des mails, quoi. Et puis en fait, puis on a des feuilles Excel qu'on envoie aussi parce que c'est plus pratique. Donc ça, c'est la vraie vie, quoi. Il y a un shadow IT qui est pas possible, qui est masqué derrière un écran de fumée, derrière ces grands systèmes qui coûtent très très cher. Et nous, on arrive avec nos petites solutions en mode start-up, où on transforme, on structure le shadow IT pour en faire une gestion simple, quoi. Alors, la blockchain dans tout ça. Donc, je vais essayer de... Alors, moi, je suis un peu énervé contre la blockchain, pas tellement parce que je suis énervé contre la blockchain, je suis énervé parce que les gens en font et ce que les gens en disent. C'est dingue. Enfin, c'est une super techno, et les gens racontent mais juste n'importe quoi. Enfin, dès qu'ils ont serré la main d'un gars qui a rencontré un type qui a vu un gars qui faisait de la blockchain, alors ça y est, ils font un post sur LinkedIn, communiqué de presse, je fais de la blockchain, enfin au secours, quoi. Au secours. Enfin, nous on en fait un petit peu, on a décidé de plus communiquer là-dessus. Tellement c'est galvaudé, tellement les gens racontent n'importe quoi. Donc juste, je vais essayer de vous dire ce que j'en ai compris pour voir vraiment ce que ça peut faire concrètement. Alors je vous dis ce que j'en ai compris. Je ne suis pas un technicien, je suis un utilisateur. Maintenant, moi, je construis des business cases
qui utilisent la blockchain et qui essayent d'en tirer le meilleur, quoi. Enfin, qui essayent de savoir ce que ça peut faire dans des cas concrets. Donc, comme l'a dit David dans l'introduction, un des gros soucis, c'est la fluidité des transactions et la sécurisation des transactions. Donc ça, c'est les transactions. Voilà, Ronan, Benoît, ils ont 200 millions à s'échanger. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ça ne va pas être faké, ça? Donc ça, c'est des petits soucis. Alors, on a inventé un truc super. C'est un truc qui s'appelle les hashes. Donc c'est un peu comme sur votre carte bleue. Là, quand vous avez un numéro de carte bleue, le dernier numéro de votre carte bleue, c'est en fait un numéro qui est calculé avec les premiers numéros de la carte bleue. Donc si vous avez les premiers numéros de votre carte bleue, vous pouvez calculer le dernier numéro. Et si vous avez le dernier numéro, vous ne pouvez pas revenir sur l'ensemble des chiffres de votre carte bleue. Alors c'est un peu le même principe avec les hashes, sauf que c'est pas une histoire de numéro de carte bleue, c'est vous prenez un fichier ou des données, enfin n'importe quoi qui a une tête informatique, et vous le faites passer dans une petite moulinette de hash, et ça vous crée un code. Donc c'est quand même hyper important de se rendre compte de ça, c'est que vous avez des données, et vous créez un code. Donc quand vous avez les données, vous avez le code, mais quand vous avez le code, vous n'avez pas les données. Donc il y a toute une série de gens qui vous disent « Oh là là, la sécurité des données sur la blockchain, c'est dingue, tout le monde voit tout. » Et non, tout le monde voit les hash. Donc, personne ne voit les données. Donc ça, il y a déjà toute une série de trucs qu'il faut essayer de démystifier là-dessus. Et donc, si vous prenez un fichier, vous créez un hash, vous posez ce hash sur un système sécurisé, à ce moment-là, n'importe qui peut prendre ce même fichier, recréer ce hash, et vérifier que le hash qu'il a créé, c'est bien le hash initial qui avait été fait par le gars qui avait mis le truc au début. Donc ça permet de décentraliser la vérification des données. Donc ça, c'est quand même hyper important. Quand on a un fichier, on a le hash. Quand on a le hash, on ne retourne pas au fichier. Et puis la probabilité d'avoir le même hash pour deux fichiers différents, elle est de 1 sur ça, quoi. Voilà. Donc je ne sais même pas combien ça fait, enfin ça fait beaucoup. Donc c'est pas la peine de croire que y a un risque qu'il y ait le même hash pour deux fichiers différents. Donc, vous prenez ces transactions, premier truc que vous faites, vous créez un hash par transaction. Donc chaque transaction, vous mettez un hash au bout là, donc c'est une série de chiffres incompréhensibles. C'est pas très grave. Mais ça, c'est déjà fort, quoi. Hein. Ça veut dire que vous êtes capable n'importe qui est capable de vérifier que la transaction a bien eu lieu. L'étape d'après, vous faites un hash des hashes. Et donc le hash du hash, bah, c'est sympa parce qu'avec un hash, vous allez pouvoir vérifier tout un bloc de transactions juste avec un seul hash de vérification. Donc là, on commence à parler de blocs. Et ensuite, l'idée, c'est de prendre ces haches et de les distribuer un peu partout. Et plus c'est distribué dans plein d'endroits différents, et plus c'est sécurisé, parce que si c'est sur 10 ordinateurs, vous allez peut-être en cramer 5, mais il en restera toujours 5 qui marcheront. Et donc c'est ça le principe de la blockchain. C'est un peu comme Marignan. Je donne souvent ça comme exemple pour comprendre le Marignan. Donc si je dis Marignan, vous dites bravo, monsieur est un expert en histoire, 1515. Donc ça, c'est le 1515, c'est un peu le H de Marignan, quoi. Si vous voulez faire croire que Marignan c'est 1514, il va falloir faire un brainwash de tout le monde dans cette salle, plus de toute l'humanité entière, enfin surtout les Français qui sont au courant du truc, plus prendre tous les manuels d'histoire, arracher toutes les pages, refaire des nouvelles pages et mettre 1514. Enfin, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. C'est possible, ça va être compliqué. Peut-être le coût de faire ça, ça va être tellement énorme que ça sert juste à rien. Donc en fait, une bonne image de ce que c'est que la blockchain, c'est Marignan. Même ma femme qui n'est pas du tout scientifique, elle adore parce que pour
moins elle comprend ce truc-là. Donc ça c'est bien. Et alors Bitcoin là-dedans. Donc Bitcoin c'est le summum de ce qu'on peut faire en termes de décentralisation de la data. Donc vous prenez ces haches en question là et vous les mettez partout. Enfin, partout, c'est des milliers, des centaines de milliers d'ordinateurs. Et ça, c'est la promesse de Bitcoin quand ça a été créé en 2009. C'était de dire, voilà, c'est ce fameux bouquin là de Gutenberg, mais qui est posé à 100 000 endroits. Il n'y a pas besoin de tiers de confiance. C'est rapide, c'est gratuit. C'est inaltérable, irréversible. C'est une monnaie virtuelle, donc il n'y a pas d'impression il n'y a pas d'impression de billets. Et puis, ce que voulaient les gars, enfin, une espèce d'adage dans la crypto-communauté, c'est que ça, une espèce de volonté de détruire les banques et les gouvernements, donc les gilets jaunes n'ont qu'à se rhabiller par rapport à ceux qui ont inventé Bitcoin. Donc ça, c'était quand même la promesse de départ, quoi. Ça, c'est magique, hein. C'est magique. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, ce truc? Donc, il y a 21 millions de bitcoins qui... Donc voilà, c'est comme ça, il n'y en a pas plus, il y en a 21 millions, donc là, une espèce de notion de rareté qui est là, et il y a des nouveaux bitcoins qui sont issus régulièrement. Alors, comment s'assurer que les transactions sans autorité centrale sont reconnues par tous? C'est une espèce de loterie, alors le mot n'est pas très bien choisi, mais en tout cas, c'est distribué, quoi. L'attribution des bitcoins est distribuée. Alors comment ça fonctionne? Je ne sais pas si ça vous parle, ça, ou... Oui, enfin, je peux pas, si ça vous intéresse pas, je peux... Parce que c'est assez rigolo de comprendre comment ça fonctionne. Donc on reprend le fichier de départ, là, avec les transactions qu'on a vues. C'est toujours les mêmes haches qui sont là, les 6 premiers. Et puis on va rajouter un numéro aléatoire, qui s'appelle un nonce, là. Et avec ce truc-là, donc avec les premiers hash plus celui-là, on va créer un nouveau hash, qui est là. Et le gagnant de la loterie du Bitcoin, c'est celui qui arrive à trouver le nonce, ici, qui fait en sorte que le numéro du hash qui est là soit le plus petit possible. Je caricature, mais en gros c'est ça. Et donc c'est ça ce qu'on appelle miner des bitcoins, c'est tu prends ta pelle et ton seau, et puis tu essaies de trouver tes nonces, là, donc tu creuses pour trouver le meilleur nonce possible qui va faire en sorte que ton hash soit le plus petit possible, et puis quand tu as trouvé un hash à 12, tu lèves le doigt, tu fais 12. Et donc ça c'est un concept, et puis il y a un gagnant, quoi. C'est-à-dire que le bitcoin qui sert à miner ce truc-là, il n'y en a qu'un qui le gagne. Il y a peut-être 100 000 ordinateurs qui bossent dessus, mais il n'y en a qu'un qui le gagne. Et du coup, ça fait un truc qui s'appelle la proof of work. C'est-à-dire que on a la preuve qu'il y a plein de mecs qui ont bossé sur le sujet, et donc il y a plein de mecs qui sont au courant que tous ces hash-là, ils ont tous travaillé dessus, puis il y en a un qui a trouvé le meilleur nonce possible pour arriver à ce hash de valeur minimum. Et c'est ça qui fait que ces hash, ils sont distribués partout, tout le monde est au courant de ces numéros-là, et donc c'est comme 1515, quoi. Tout le monde est au courant que Marignan c'est 1515. Voilà. Sauf que c'est informatisé. Alors, par rapport à la promesse de départ, donc c'est c'est décentralisé, c'est sûr qu'il n'y a pas de... Donc ça c'est vrai. Alors maintenant, trustless, est-ce qu'il n'y a pas de tiers de confiance? Donc là, déjà, il y a débat, quoi. Il y a débat parce que les mineurs se sont regroupés. Il y a quelques grosses fermes de minage, en particulier en Chine, au Canada. Mais on est certes sur des centaines de milliers d'ordi, mais il y a de moins en moins de gens qui les contrôlent. Donc tu peux avoir un débat sur, alors est-ce que c'est vraiment totalement décentralisé? Est-ce que c'est... Alors ensuite, la promesse de départ, c'est rapide. Bah non. Non. Bon, ça mine toutes les 10 minutes, donc vous imaginez, vous allez prendre un café au Starbucks, puis vous êtes là, vous payez en bitcoin, puis avant d'avoir votre café, donc votre café il est froid, quoi, donc c'est pas drôle, quoi. Donc en fait, c'est une techno qui est pas rapide, et qui était censée être gratuite, et les coûts de transaction ont un pic, donc c'était en
décembre 2017, à 55 $ le minage. Donc ça, donc on n'est pas non plus là-dedans, donc ça c'est pas bon. Alors que ce soit irréversible et inviolable, ça c'est sûr. Qu'il n'y ait pas de prime de monnaie, ça c'est sûr. Que ça détruise les banques et les gouvernements, bon, je pense qu'il y a un petit peu d'eau qui va encore couler sur quelques ponts avant que ça arrive. Et surtout, ce qui est magnifique, ce qui n'était pas la promesse de départ, c'est qu'en termes d'énergie, c'est chouette, quoi, hein. Donc l'énergie consommée pour miner les bitcoins, c'est l'équivalent de ce que consomme l'Irlande en un an, ou un peu plus. La Belgique, ça a monté. Enfin, c'est chouette. C'est vraiment... Là, on est bien, hein. En termes de CO2, on est bien. Alors les détracteurs, comme c'est ni blanc ni noir, les détracteurs vont vous dire, ouais, ben alors, en fait, c'est pas vrai, parce que les gars qui font ça, ils ont des fermes de minage qui sont juste en dessous de barrages, donc ils utilisent de l'électricité qui est faite à des moments où personne n'en a besoin, donc en fait, c'est pas ça. Et puis le coût de faire de l'extraction de l'or pour faire des contreparties sur des monnaies réelles, c'est plus... Enfin, voilà, donc il y a quand même débat, mais c'est quand même non... c'est pas neutre, quoi, hein, l'énergie qui est dépensée pour ce petit système-là. Alors au-dessus de ça, au-dessus de Bitcoin, il y a eu un autre truc qui est arrivé, donc c'est avec Ethereum, c'est les smart contracts. Donc là je caricature à mort, hein, mais sinon on y passe des heures. Donc le smart contract, c'est un petit programme informatique, quoi. Bon. Et puis vous automatisez des accords, des process au sein d'un programme, vous mettez ça sur une bécane, vous mettez ça dans Ethereum, et ça fait, le but c'était de faire une espèce de blockchain 2.0, non pas pour valider des données, des documents, mais pour valider des process au sein d'un contrat. Donc ça a tellement bien marché que le gars qui a inventé ça, enfin un des gars qui a inventé ça, donc, qui s'appelait Gavin Wood, c'était le deuxième lead dev de chez Ethereum, donc il a monté une start-up derrière, et puis il a juste fait un petit bug, juste un tout petit bug dans sa programmation, juste tout petit. Et, enfin, ça l'a quand même coûté 160 millions de dollars, parce que ça s'est évanoui, là, pas. Donc à mon avis, avant que ce soit déployé dans la vraie vie, chez les vrais importateurs, exportateurs, de mettre des contrats avec de la vraie valeur sur des smart contracts, il va se passer un petit peu de temps aussi. Alors, après, j'ai voulu lister les vrais business cases où la blockchain avait vraiment apporté un apport majeur dans l'industrie au service du trade mondial. Voilà. Voilà. Alors peut-être que dans cette salle, il y a des gens qui travaillent beaucoup sur la blockchain. La blockchain n'a pas encore révolutionné le monde, hein. On n'y est pas encore. Enfin, on n'y est pas encore. Alors quand même, il y a des trucs. Hein. Il y a des trucs qui sont faits. Donc les premiers trucs qui sont faits, c'est des ICO par exemple. Donc ça c'est magnifique. Avec Ethereum, vous pouvez créer des crypto-monnaies super facilement. En 3 clics, vous créez votre truc. Là, vous faites un white paper, vous faites un joli site internet, vous amenez des advisors de partout, vous faites monter la mayonnaise, et puis paf, vous faites une ICO. Donc c'est l'équivalent de l'IPO quand une introduction en bourse. L'ICO, c'est avec la crypto-monnaie. Donc par exemple, CargoX, là, ils ont la valeur de leur boîte, c'était donc 18 millions en février 2018. Aujourd'hui, c'est à 2 millions. Donc c'est un bon investissement, ça. Très très bon investissement. Mais ça a marché, quoi. Enfin, on peut dire que ça a marché, enfin pour certains, moins pour d'autres, mais en tout cas, il y a eu quelque chose. Après, donc là on est dans une université, il y a des diplômes d'université qui sont posés sur la blockchain, donc là on est vraiment dans le cas d'usage qu'on a évoqué au départ. Vous avez un diplôme, c'est un document, là, hop, vous collez un hash, paf, vous mettez sur la blockchain. Donc si ensuite vous voulez vérifier que ce diplôme c'est un vrai diplôme et que le gars que vous avez en entretien vous raconte pas des carabistouilles, vous prenez son truc, vous créez le hash, vous allez vérifier que c'est bien le même que ce qui a été là. Voilà. Donc ça marche. Il y a des milliers, je pense des dizaines de milliers de proof of concept là, qui sont en train d'être montés, mais ça reste des proof of concept. On n'est pas encore dans la vraie vie industrielle, lourde, lame de fond dans l'économie.
Et puis moi j'aime beaucoup un cas d'application aussi qui est le cas de Verisart. Donc Verisart c'est des transactions, c'est l'imprimerie. Donc j'ai une jolie toile. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les pièces d'art, quand on les achète et qu'on les vend, on a une espèce de mauvais papier, on fait signer un truc, enfin c'est pourri quoi. Et donc il y a un gars qui a dit pour valider la transmission des pièces d'art et poursuivre la traçabilité de qui a appartenu tel tableau, on va mettre ça sur la blockchain. Super. C'est un beau cas d'usage. Alors j'ai un quiz. Qui a peint la Joconde? Ben non. Ben non. Non, le mec qui a peint la Joconde, il s'appelle Terence Eden. C'est lui. Donc il a eu sur ce site là, de vérification d'art, il a dit voilà, moi je suis le premier à dire que la Joconde c'est moi qui l'ai peint. Donc il a un statut confirmé sur la Bitcoin avec l'adresse Bitcoin qui est en bas là, dans la blockchain. Et donc n'importe qui peut vérifier que celui qui a vraiment peint la Joconde, c'est Terence Eden. Merci la blockchain. Donc ça c'est juste pour vous dire que je pense enfin vous le savez sans doute ici là, mais il y a quand même un nombre d'âneries qu'on lit sur la blockchain dans toute la presse qui se veut sérieuse, qui est juste mais dingue. Et je pense que ça dessert cette techno, parce que c'est une belle techno quand même. Hein. C'est une belle techno. Mais moi je suis un tantinet énervé de voir tout ce qu'on peut raconter sur le sujet. Alors, qu'est-ce qui est fantastique dans cette techno? Enfin, Pierre vous racontera ça plus en détail tout à l'heure, là, de TransChain. Ce qui est fantastique, c'est que c'est ce concept de hash, de hash de hash, je pose cette information de mon hash de hash sur un endroit, enfin, à plein d'endroits différents. Donc, la distribution de ces hash en mode public, c'est quand même une avancée qui est majeure. Donc, tout ça, c'est... Mais c'est pas un truc nouveau, ça. Ça, c'est un truc qui a 40 ans, quoi, ce concept d'arbre de Merkel. Là. Ça a 40 ans. C'est 1979. Par contre, ce qui est sympathique, c'est le concept de peer-to-peer consensus. C'est donc arriver à, soit en blockchain publique, où là, vraiment, c'est du consensus large, ou alors après, il y a une blockchain privée. Blockchain privée, est-ce que c'est de la blockchain, une blockchain privée? Je pense que c'est surtout une grosse base de données qui est un tantinet sécurisée, mais c'est pas de la blockchain. C'est pas de la blockchain. Donc vous avez des tas d'éditeurs de logiciels qui vendent de la base de données, qui essayent d'utiliser la vague blockchain là, pour vous fourguer leurs produits en mode vous allez faire de la blockchain, il y a du blockchain as a service maintenant, là, ça c'est magnifique, j'adore. Et puis quand on regarde effectivement le fond du fond de ce qui est perçu comme des choses qui ont super bien marché. Donc il y a par exemple le projet estonien QuartTime. En fait, c'est de la base de données distribuée. C'est pas de la blockchain en tant que telle. Et donc vous avez des providers qui sautent là-dedans. Là. Donc Amazon, Oracle, IBM en avant. Et qui font en gros, je caricature à peine, qui font du vieux avec du neuf, enfin du neuf avec du vieux plutôt, et qui fourguent des bases de données décentralisées, qui existaient déjà depuis hyper longtemps, et ils mettent une petite couche de confiture blockchain autour de tout ça, et hop, en avant, on roule ma poule. Donc c'est pas que c'est choquant, c'est que je pense qu'il faut garder ce qu'il y a de bon dans cette techno, qui est une fois de plus magnifique, mais il ne faut pas se laisser... Enfin, on lit trop de bêtises, quoi. Donc je laisserai très volontiers Pierre vous raconter ça dans plus de détails. Alors si on vient à la logistique, parce qu'on est quand même là pour ça, à quel endroit est-ce que cette techno peut nous servir dans notre monde de la logistique, portuaire ou autre? Moi je pense que la logistique c'est quand même un endroit où on parle de supply chain, quoi. Donc supply chain, blockchain, il y a déjà deux mots qui se ressemblent, et il y a vraiment... je pense que c'est une belle rencontre, quoi, la blockchain et la supply chain, parce que dans tous ces 10 maillons là, qui s'enchaînent les uns aux autres, il faut introduire une espèce de confiance qui existe juste pas du tout, quoi. Enfin, aujourd'hui, la confiance entre les acteurs de la logistique,
parler, mais ça va pas durer très très longtemps. Donc toutes les problématiques d'interchange, ça à mon avis c'est du pain béni pour tout ce qui est blockchain, donc transfert de responsabilité du port au transporteur, du transporteur au port. Aujourd'hui, quand il n'y a pas d'interchange, ça veut dire que ça s'est bien passé. Bon, ok. Enfin, c'est hyper pénible de suivre ces trucs-là, là. C'est hyper pénible. Donc en fait, ça n'existe pas, et on se dit, tant que ça n'existe pas, c'est comme si tout s'était bien passé. Bon. Après, il y a l'IBL. Donc ça, c'est un vrai projet qui est magnifique. En termes de manque de confiance dans le monde de la logistique, il y a le BL. Le BL, c'est quand même un truc... je ne sais pas si tout le monde est... si je parle de BL... Non. Donc le BL, c'est un truc dans le transport maritime qui s'appelle le Bill of Lading. Et donc, pour vous dire à quel point les gens se font confiance dans le trade international, donc vous avez un producteur de je sais pas pourquoi, de parapluies en Chine ici, puis vous avez l'acheteur de parapluies au Havre, qui est là. Et donc l'acheteur de parapluies au Havre, il va dire au producteur en Chine, bon ok, moi je te paye si tu me donnes un certain nombre de documents. Okay. Donc le producteur de parapluies, il est ici, il rassemble ses documents, alors papier ou numérique. Donc plus le monde va avancer, plus on va aller vers des documents numériques, donc un petit coup de blockchain pour certifier tout ça, ça sera pas mal. Les documents arrivent ici, et donc là, l'importateur, lui, il attend d'avoir la confirmation que ces parapluies ils sont montés sur le bateau de la compagnie maritime, parce qu'à partir du moment où les parapluies sont sur le bateau, les parapluies ne sont plus dans l'entrepôt du fournisseur, et donc l'importateur considère qu'il y a une bonne chance qu'il puisse récupérer ces parapluies, puisqu'ils sont dans un endroit qui est un peu tiers, c'est le bateau, et donc il est plus enclin à payer le fournisseur. Alors, pendant ce temps-là, pendant que tout ça se passe, la compagnie maritime, elle émet un papier, mais un papier, hein. C'est un papier. Donc elle l'imprime, elle l'envoie au fournisseur, et donc le fournisseur, il a son papier, son BL, et puis les parapluies, ils commencent à bouger sur l'eau dans le container, hein. Et il a fourni tous les autres documents à l'importateur, et l'importateur paye le fournisseur. Le fournisseur envoie à réception de montant, il envoie le BL par DHL à l'importateur. L'importateur, il prend ce BL, il l'envoie à son transitaire qui le donne à un coursier, le coursier va à l'agence de la compagnie maritime pour récupérer un autre papier qui va lui permettre de rentrer sur le terminal et de récupérer la marchandise. Ça, c'est la vraie vie, ça. Et encore, ça, c'est quand ça se passe bien. C'est quand ça se passe bien. Parce que quand ça se passe pas bien, quand le vendeur de parapluies et l'acheteur de parapluies ne se font pas du tout confiance, il y a deux nouveaux acteurs qui rentrent dans le jeu, c'est les banques. Et ils font des lettres de crédit. Donc en fait, là, donc je refais le truc, là. Donc je suis ici, je suis fournisseur, je donne un certain nombre je rassemble un certain nombre de papiers, je prends le BL de la compagnie maritime, et là, je ne l'envoie pas à l'acheteur, parce que je n'ai pas confiance en lui, je l'envoie à ma banque. Donc là, il y a la banque de l'importateur, la banque du fournisseur. Bien. Et ici, là, à l'arrivée, donc au Havre, moi, je n'envoie pas mes sous au fournisseur, je l'envoie à ma banque, qui est là. Les deux banques se parlent, ça c'est des gens sérieux, qui tiennent de confiance. Donc la banque française dit à la banque chinoise, c'est bon, t'as les papiers? Oui, j'ai des papiers, et toi, t'as le fric? Oui. Et là, paf, la transaction se confirme, l'argent arrive à la banque chinoise, elle va au fournisseur, les documents arrivent à la banque en France, ça va à l'importateur prend le BL, et rebelote, il donne... Voilà, ça, c'est la vraie vie, ça. Donc, juste pour vous donner un nombre de... Enfin, je ne vous raconte pas des histoires, hein, ça se passe comme ça. Donc, en termes de volumétrie, il y a quand même un truc qui a été inventé qui s'appelle le Seaway Bill. Donc, ça, c'est une espèce de document électronique avec des propriétés légales qui sont un peu dégradées.
Ceci Webill, c'est 50% du commerce mondial. C'est quand Coca-Cola France envoie un container à Coca-Cola USA. Donc là, par construction, ils se font un peu confiance quand même, les deux filiales Coca. Là. Donc dès qu'on est en mode intercompagnie ou avec des gars qui se font confiance, il y a un début de digitalisation de ce process qui s'appelle le C-Webill. C'est un vieux truc. Hein. Mais ça veut quand même dire que dans 50% des cas, 50% du commerce mondial est fait sur la base du process papier que je vous ai écrit tout à l'heure. Et le process papier, c'est liqué papier. Quoi. Donc il est reçu par quelqu'un chez le fournisseur qui fout un coup de tampon, un coup de signature, envoyé par DHL. Et donc ça c'est 50% du commerce mondial. Et dans 15% des cas, donc 15% du commerce mondial est fait sur la base de lettres de crédit, c'est-à-dire avec les banques en plus là qui viennent derrière. Et donc en termes de business, les commissions bancaires, c'est 55 milliards de dollars, juste les commissions. Les DHL qui sont envoyés comme ça là, c'est 5 milliards de dollars. Les DHL avec les BN à l'intérieur, hein, c'est 5 milliards. Et ça, c'est des problématiques de confiance. C'est-à-dire que le fournisseur n'a pas confiance en l'acheteur, alors plus ou moins. Quoi. S'il a un peu confiance, il traite directement avec lui. S'il n'a pas du tout confiance, il fait une lettre de crédit. Et ça, c'est des degrés de confiance qui correspondent à des degrés de process qui sont de plus en plus compliqués, de plus en plus horribles à vivre. Quoi. Et donc, le BL électronique, le IBL, c'est une solution qui, là pour le coup, la blockchain prend tout son sens pour essayer de simplifier toute cette abomination que je vous ai racontée là. Alors ensuite, je ne sais pas si dans cette université il y a un pôle sur l'expertise maritime. Moi, si j'avais des enfants, je leur dirais pas de faire des études dans l'expertise maritime. Je pense que ça va se faire uberiser, mais complet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer à peu près n'importe qui sur un port où il y a un claim ou un machin où il faut faire une expertise juste avec un appareil photo. Donc le soi-disant expert, il va être là, il va prendre une photo, plouf. La photo, on va lui mettre un joli hash, on va mettre le hash sur la blockchain, et donc on va pouvoir dire la photo a été prise à tel endroit, à telle date, de manière sûre et irrévocable. Donc le métier d'expert, je ne mettrai pas beaucoup de billes là-dedans, que ce soit sur la partie claim ou sur la partie surveyor. Et puis ensuite, si on veut aller au-delà, mais là on n'est pas du tout là, quoi. On n'est pas du tout. On peut imaginer que tout ce process abominable là, que j'ai décrit, cache contre document, pour l'achat de parapluie, vous pouvez imaginer que ça fasse partie d'un smart contract. Donc le smart contract, ce serait moi ici, acheteur, je dis qu'il me faut 4 documents avant que je paye le fournisseur chinois. Donc le fournisseur chinois m'envoie les 4 documents, je valide, je fais clic les 4 documents. Quand les 4 documents sont validés, automatiquement ça envoie mon paiement ici, et automatiquement je renvoie le BL électronique à l'autre bout de la planète. Ça c'est possible, enfin, techniquement c'est possible. Ça pose des tas de problèmes au niveau assurance, au niveau légal, ça pose des tas de problèmes au niveau sécurité des paiements. À l'international, aujourd'hui, je pense que personne ne prendra le risque de faire du euro Bitcoin en France, Bitcoin en Chine et Bitcoin yuan sans passer par un régulateur bancaire. Pour les problématiques de KYC, de blanchiment, de lutte contre le blanchiment et toutes ces choses-là. Donc on est quand même face à des use cases qui peuvent être assez profonds en utilisation de la blockchain dans la partie shipping et supply chain, mais je pense qu'on en est encore un petit peu loin. Et là, j'ai trop parlé. Jennifer.
Alors j'ai juste une dernière slide. Tout ça, j'ai l'air très pessimiste, hein, mais je pense que c'est un petit goût de... Voilà. Donc ça, c'est mon message, mon dernier slide, un peu en mode espoir. C'est que le monde, même s'il n'y a que des POC aujourd'hui dans la partie blockchain, sur la partie shipping, ça bouge quand même assez vite. Hein. Donc la première image de 2005, c'était l'élection de Benoît XVI à Rome. Et l'image d'en dessous, c'est l'élection du pape François. Donc 2013. Et c'est pas des bougies hein, en dessous. C'est pas les charismatiques qui balancent les cierges. Non, c'est les smartphones. Donc ça, c'est 8 ans. Donc quand on voit ça, je pense que même si on est encore au niveau POC sur un certain nombre d'utilisations de blockchain dans la partie shipping, je pense que c'est un très très beau mariage. Mais il faut pas écouter tout ce qu'on vous raconte et il faut garder, je pense, un peu la tête froide et pas croire que la blockchain est la solution magique à tous les problèmes que l'on rencontre. Merci beaucoup.